Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons évoquer un colloque très important qui va se tenir le 15 octobre de 9h30 à 16h30. C'est un colloque de la Maison d'Isieux. Ça s'intitule « Les mères dans la Shoah, trauma des mères victimes de génocide et de violences politiques ». Alors, pour nous en parler, les deux principaux organisateurs, protagonistes, sont en studio avec nous. Je cite Nathalie Zaïdet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Simon Pintel. Bonjour. Alors, je vais vous dire quelques mots sur vous, Nathalie Zaïdet. Vous êtes maître de conférences en psychologie à l'Université de Paris 8. Vous dirigez le service dédié aux survivants et descendants de survivants de la Shoah au centre Georges Devereux à Paris. Vous êtes la spécialiste française du traumatisme de la Shoah et de sa transmission aux générations suivantes. Vous avez publié Les enfants cachés en France ainsi qu'Enfants de survivants, des ouvrages de référence sur la psychologie de la Shoah aux éditions Odile Jacob. Et moi, je rajoute que vous avez été la première à donner la parole à la génération d'après, il y a maintenant bien longtemps, qui en avait beaucoup besoin. Et vous avez vraiment été à l'origine de cette prise de conscience, ce dont on vous remercie. Quant à Simon Pintel, vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste et vous êtes vice-président de la Maison d'Isieux. Alors, la Maison d'Isieux, on connaît ou on ne connaît pas. C'est un très triste souvenir, voire horrible si j'ose dire. En tous les cas, pour moi, quand j'y pense. La Maison d'Isieux, autrefois, en quelques mots, Simon Pintel. Alors, ça a été un home d'enfants ouvert au printemps 1943, où ses directeurs, Madame Miron Zlatin et Sabina Zlatin, se sont retrouvés avec une quinzaine d'enfants. Elles travaillaient à Montpellier et il fallait qu'elles les hébergent. Ils avaient été abandonnés des institutions qui s'en occupaient. Elles trouvent cette maison qui est complètement perdue, dans la région, c'est entre Lyon et Chambéry. C'est au bout d'un chemin, sur une petite montagne. Enfin, c'est très difficile à trouver, mais c'est un lieu paradisiaque. Et la colonie va fonctionner pendant jusqu'en avril 1944, recevant une centaine d'enfants. C'était un lieu de transit, sauf que Klaus Barbie, qui travaillait à Lyon, décide de les rafler. Le 6 avril 1944, il en restait 44 et ils ont tous été déportés et assassinés, pour la plupart des enfants, à Auschwitz. Donc voilà l'histoire des enfants d'Isieux, qu'on n'oubliera pas, bien entendu. La Maison d'Isieux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire, un mémorial qui est destiné absolument aux jeunes, avec une idée que ce soit un lieu de transmission de la mémoire, et qui reçoit aux alentours de 18 000 jeunes de 10 à 18 ans dans des voyages scolaires qui prennent une journée, voire 3 jours. Les jeunes sont préparés. C'est le voyage de l'année, donc c'est fait de façon très rigoureuse. Et on accompagne les enfants dans cette espèce de voyage de la mémoire pour essayer de leur faire comprendre et passer le message qu'on ne peut pas répéter une horreur pareille. C'est certain. Alors en plus, c'est une maison qui accueille 30 000 visiteurs par an. Oui, c'est important de le préciser. Alors, ce colloque, il va se tenir là-bas. Nathalie. Alors, le colloque, au départ, il est organisé par Simon Pintel et Laurence Collerotte, Oui. qui est psychothérapeute et qui est aussi membre de la Maison d'Isieux. L'idée, c'est donc de s'intéresser aux mamans, au vécu des mamans. On s'est beaucoup intéressé aux survivants. Oui. Évidemment, ceux qui sont sortis des camps, je veux dire, rentrés des camps, les rares personnes sorties des camps de concentration. Mais on s'est depuis quelques années quand même maintenant beaucoup intéressé aux orphelins de la Shoah, aux enfants cachés en France. On a beaucoup de témoignages, beaucoup d'écrits, mais ce qu'ont vécu les mamans pendant la Shoah et après la Shoah, en fait,
et là, on va parler des mamans aussi qui ont perdu leurs enfants, et notamment les mamans des enfants d'Isieux, celles qui ont survécu. Sûr. Il y en a plein qui ont été déportées, qui sont mortes aussi, hein. Mais il y en a celles qui ont survécu. Il y a eu celles qui ont survécu. Voilà. Mais au fond, mais aussi, on va s'intéresser à ce vécu particulier. Alors, pourquoi on n'en a pas parlé jusqu'à présent ? Parce que d'abord, on ne s'est pas intéressé aux survivants en général, qui n'étaient pas passés par les camps. On ne s'est pas intéressé. Voilà, elles ont repris la vie. Si les enfants cachés, on s'y intéresse. Mais pas depuis très très longtemps. Ah non, c'est récent. C'est assez récent. Ça a une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça, en France en tout cas. Oui. Et puis les mamans, elles n'étaient plus là en fait. Au moment où on s'est intéressé au vécu des personnes juives pendant la Shoah de façon générale, enfin de façon pas seulement les gens sortis des camps, les mamans n'étaient plus là. Et là, à l'occasion, en fait, c'est Simon Simon Pintel et Laurence Collerotte sont, en tant que membres de la Maison d'Isieux, évidemment, s'intéressent beaucoup à l'histoire des enfants d'Isieux, aux mamans qui ont participé au procès Barbie. Et donc, il y a surtout 2 mamans qui sont très connues, donc qui ont survécu à leurs enfants. Qui sont Ita Alon-Brenner et Fortuné Benguigui. Oui. Alors, Ita Alon, qui ont eu des enfants qui avaient trouvé refuge dans cette maison. Cette maison, il faut venir dans cette maison. C'est un endroit assez particulier, un endroit assez... D'abord, c'est très beau, là où c'est. Et puis, on sent comme ça la présence de ces enfants au moment où ils étaient encore bien. Et c'était un lieu de refuge où, la plupart de ces enfants avaient connu un parcours difficile avant d'arriver dans ce refuge. Il y en a qui avaient été internés dans des camps. Beaucoup étaient exilés, des enfants étrangers, mais et séparés de leurs parents, ce qui était très douloureux. Mais ils avaient trouvé comme ça un lieu extraordinaire. Et puis, ils ont été raflés. Et puis, il y a eu des mamans qui ont survécu à ça et qui ont participé au procès Barbie. Et l'idée de ce colloque, c'est de parler de ces mamans, de savoir d'essayer de comprendre ce qu'elles ont vécu, mais d'autres mamans aussi. En fait, l'idée de ce colloque, c'est de parler de qu'est-ce que c'était que d'être une maman pendant la Shoah. Et puis de présenter plusieurs situations, des situations assez typiques, assez dramatiques. Les mamans comment ça s'est passé quand elles ont dû se séparer de leurs enfants, ou alors comment ça s'est passé pour les mamans qui ont décidé que non, il fallait qu'elles restent avec leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour les mamans qui ont été déportées avec leurs enfants? Celles qui sont revenues sans leurs enfants, celles qui sont revenues avec leurs enfants, enfin, une série de situations. Il y a toute une problématique et une série de situations que vous allez évoquer, bien sûr, dans ce colloque. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des intervenants et du programme. Simon Pintel, vous avez mis combien de temps à monter le programme du colloque ? On est sur ce colloque depuis 2 années. On l'a monté, peut-être le temps de rencontrer tous les intervenants, peut-être 6 mois, quoi. Oui. Mais je voudrais revenir quand même sur ce qui a motivé ce colloque. C'est-à-dire que dans la visite de la maison, il y a ce qu'on appelle les voix d'Isieux qui sont enregistrées et qui tournent un peu en boucle toute la journée. Oui. Il y a le témoignage d'Ita Alon-Brenner au procès Barbie, où elle s'adresse à la défense de Barbie, puisque Barbie n'assistait pas aux audiences. Et lui dit, qu'est-ce qu'il y a de plus cher pour une mère que ses enfants ? Il n'y a pas plus cher et il m'a fait mal pour toute ma vie, avec son accent yiddish. Et on s'est servi de ce témoignage pour nous inspirer, parce qu'on se rend compte en 1987, c'est-à-dire 43 ans après la rafle, que la douleur est toujours aussi intense et toujours aussi forte. Et on s'est rendu compte que ces mères n'ont pas été accompagnées à l'époque. Ça ne se faisait pas. Et de toute façon, elles n'en parlaient pas parce que personne n'était prêt à écouter. Puis ils disaient, personne ne nous croira de toute façon. Donc c'était cette espèce de façon d'enfouir tout et de tourner la page. On se rend compte plus de 40 ans après que ça ne fonctionne pas et que la douleur est toujours aussi vive. Et nous, en tant que psychologues et psychanalystes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, non pas pour qu'elle souffre un tout petit peu moins, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Faut dire que après la guerre, et vous serez d'accord avec moi, la psychanalyse n'était pas au point comme elle l'est aujourd'hui, et il n'y avait pas vraiment de recours pour les personnes traumatisées. Il fallait reconstruire, il fallait continuer, il fallait écraser sa douleur, et d'où
cette problématique et ce que vous venez d'évoquer, Simon Pintel. Je dirais, Nathalie, en fait, on a découvert, parce qu'on veut absolument articuler le colloque avec des situations d'aujourd'hui. Et ça, moi, je suis le digne porteur de Sabina Zlatin, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, qui a créé ce mémorial en disant il faut que ce soit une maison ouverte à tous. Oui. Donc, on articule ce colloque avec une situation très particulière des mères de Soacha, des mères colombiennes, qui, en 2008, ont vu leurs enfants disparaître et qui ont été assassinés par le pouvoir politique. Et on s'est rendu compte en discutant avec elles qu'elles ont refusé immédiatement le suivi psychologique parce qu'elles ne voulaient pas que ça ne se sache pas, elles ne voulaient pas que ce soit une situation qui se serait traitée dans l'alcôve d'un cabinet de psychanalyse, elles voulaient que ce soit reconnu par la société dans son Mais dans l'un sa n'empêche totalité. pas l'autre. Si, justement. Je pense que expliquez-nous. Ça, c'est ce qu'on découvre avec ce colloque, et puis on en parlera durant cette journée-là, c'est que ces mères ne veulent pas qu'on les prenne. On associe un peu facilement le cabinet du psychologue ou du psychanalyste à un lieu où on serait un peu fou. Ça reste encore un peu présent dans la mémoire. Beaucoup moins quand même. Mais ça dépend des pays, mais c'est quand même ça. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que ce soit reconnu par la société dans sa totalité. Donc l'accompagnement est très différent et on pense vraiment, en ayant travaillé avec ces mères colombiennes, que ça aurait été ce qu'on aurait pu faire pour elles. D'accord. Oui, Nathalie Zaïd. Je voulais dire que, au fond, Lise, vous disiez que la psychanalyse a fait des progrès, mais pas pour la Shoah, du tout. Je vais vous expliquer. Nous, ce qui nous intéresse quand on Pourtant, vous y travaillez. Non, oui, mais pas avec de la psychanalyse, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dites-nous. Parce qu'il y a des problématiques très spécifiques qui ne sont pas pensées par Freud du tout. D'ailleurs, Freud était avant la Shoah, donc bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a des singularités dans les souffrances de ces mamans. Une des singularités dont on va parler, qui peut vous paraître très bizarre, mais qui est tellement vraie. Dans ce domaine, rien ne me paraît bizarre. Alors, mais vous allez me comprendre, Lise. Oui. C'est le fait que ces mamans n'ont jamais cessé d'attendre le retour de leurs enfants. C'est-à-dire que même quand on leur a dit, mais vous savez, voilà, ils ont été arrêtés, ils ont été déportés, ils sont allés à Auschwitz, ils sont partis en fumée. Au fond, elles n'ont jamais cessé. Elles n'y croyaient pas. Elles y croyaient, mais... Elles ne pouvaient pas y croire. Alors, et en fait, j'ai envie de préciser, Lise, que tous les orphelins de la Shoah, en fait, tous les survivants, pratiquement, mais en tout cas, tous les enfants des déportés, ont gardé secret cet espoir fou, ils le savaient, mais qu'un jour, le parent réapparaîtrait. Et ces mamans ont aussi espéré qu'un jour, l'enfant, d'une façon ou d'une autre, avait été miraculeusement sauvé et réapparaîtrait. Ça, c'est, c'est à la fois une espérance qui les fait tenir et en même temps une souffrance. C'est-à-dire, c'est comme si la personne ne mourrait pas. Bien sûr. Et donc, et pourquoi cela ? Parce qu'il y a une réalité objective dans la Shoah, qui est l'intention de l'agresseur. Il veut tuer tous les Juifs et il fait disparaître également le fait qu'il les tue. C'est-à-dire que les morts juifs de la Shoah n'ont pas d'existence physique. C'est très intelligent de la part de l'agresseur. On va tuer les juifs, on va tuer l'existence juive et on va tuer aussi les morts juifs. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'annonce de la mort, d'annonce au sens classique, au sens culturel, social. Et donc, je crois que... un deuil très compliqué, car... Un deuil très compliqué. Et pour reprendre ce que Simon disait tout à l'heure au sujet des mères colombiennes, pourquoi elles ne veulent pas aller voir des psys pour parler et pourquoi les survivants de la Shoah, dans leur grande majorité, ont refusé d'aller voir des psys ? Ils ont refusé, mais en même temps, il n'y en avait pas. Après la guerre, il y en avait très peu. Il y en avait très peu. Mais il y en avait très peu, et c'était pas dans l'esprit de la société de l'époque, de toute façon. Oui, mais d'un point de vue, il y en avait quand même, mais moi j'ai vu pas mal de survivants, j'ai eu beaucoup de survivants qui m'ont dit, mais est-ce que, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, mais moi je veux pas voir les psys, parce que les psys peuvent pas comprendre ce que je vis. Par exemple, ce que je viens de vous dire. Oui. Alors eux, ils ne le disaient pas, parce qu'ils veulent pas passer pour des fous. Oui. Et donc la question des mères, ce que vivent les mères aujourd'hui en Colombie, le fait qu'on leur kidnappe leur enfant. Oui. Et puis, ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Shoah, qu'on leur a volé leurs êtres chers et on les a fait disparaître.
c'est des questions politiques et sociales. Bien sûr que ça induit des souffrances, mais la réponse est une réponse politique et sociale et intellectuelle. Et c'est pas de dire, mais à quoi ça te fait penser d'avoir perdu ton enfant ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. La psychanalyse est géniale parce que tout d'un coup, elle vous embarque dans une histoire. Elle peut quand même soulager ceux qui souffrent. Non, mais elle soulage certainement ceux qui souffrent, mais pas les survivants de la Shoah. Elle n'a jamais soulagé les survivants de la Shoah. Il y a une psychanalyste très connue, Anne Stern, qui a raconté dans un livre comment elle pensait que la psychanalyse ne pouvait pas soigner ce qu'elle avait vécu en camp. Donc la psychanalyse est faite pour plein de choses, votre DIP, votre homosexualité refoulée. Lise, si vous avez des fantasmes sexuels que vous n'arrivez pas à avouer à la radio le matin ici, vous allez chez votre psychanalyste et vous lui dites tout ce que vous n'osez pas dire à l'antenne ou ailleurs. C'est valable pour tout le monde. Mais les survivants de la Shoah, eux, ils n'ont pas de fantasmes sexuels refoulés sur le génocide. Et quand une maman a perdu ses enfants, ou quand une maman est revenue des camps avec ses enfants, quand une maman attend ses enfants, c'est pas un problème inconscient, c'est un problème très conscient, c'est un problème politique. Comment on transforme ces enfants errants, ces âmes errantes du peuple juif, comment on les transforme en âmes qui vont dans, comme on dit, le Olam Haba, c'est-à-dire comment on fait d'elles, ces âmes-là, des vrais morts qui vont nous protéger, qui vont nous aider à vivre, et non pas des âmes disparues qui nous persécutent, qui nous envahissent, qui nous font pleurer. Et ça, Lise, je suis une professionnelle. Oui, bien sûr. Nous, on soigne depuis 30 ans des gens qui sont allés en psychanalyse. J'aime beaucoup la psychanalyse, mais la psychanalyse et la Shoah, ça va pas du tout ensemble. Ça va pas ensemble. Mais non. D'accord. Et même la parole sans psychanalyse, mais avec un psychologue ? Alors, la parole, comment je peux vous dire les choses ? Ça va être très intéressant dans le colloque. Il y a quelqu'un qui s'appelle Védrine, qui était l'expert de Barbie, psychiatre qui a expertisé Barbie et qui va intervenir et qui va parler de ce qui s'est passé pour les mamans, pour les femmes qui sont venues témoigner au procès. Et il va évoquer une question qui est c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est-à-dire à la fois dans les procès de viol, de traumatisme et de génocide, on a besoin évidemment de personnes qui viennent témoigner de ce qu'elles ont vécu, mais on sait aussi que ce moment de témoignage public, c'est un moment de convocation du malheur. C'est un moment où les personnes revivent ce qu'elles ont vécu. Et en plus, c'est en public. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle chez nous en psychiatrie ou en psychologie la décompensation. C'est-à-dire que ça peut induire la souffrance. Et donc, la parole, Lise, alors si je vous parle à vous, vous êtes bienveillante. Moi, j'ai rien à voir avec Simon. Non, mais ça va très bien dans cette histoire. Qu'on se mette d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que la parole, ça dépend du contexte. Faire parler quelqu'un, lui faire rappeler ce dont il souffre, c'est pas forcément bien. Ce dont ont besoin, je pense, les âmes errantes de la Shoah, c'est pas la parole, c'est d'autres choses. Par exemple, et on va se dépêcher parce que je voudrais quand même qu'on parle du contenu. Eh bien justement, c'est du travail de Klarsfeld. Oui. Serge et Béate vont intervenir dans le colloque. C'est important de le dire. De redonner leur nom aux morts disparus. Ça, on le fait, On le fait, absolument. Peut-être faire des prières singulières. Et puis, alors, ce qui est assez compliqué, mais on le fait, nous, dans notre travail au Centre Georges Devreux, c'est de redonner l'identité de chaque personne, de chaque être disparu, qui il était, comment il était, blond, bleu, aux yeux bleus, sympa, pas sympa, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, qu'est-ce qui s'est passé au moment de son arrestation. En fait, lui redonner une existence. Et pour chaque mort de la Shoah. Et c'est à cette condition, me semble-t-il, qu'on peut commencer à faire ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est-à-dire de permettre aux morts de mourir. Donc, c'est ce que vous allez faire dans ce colloque. Vous pouvez nous parler un petit peu du contenu rapidement, Simon Pintel? Alors, la matinée est consacrée vraiment au témoignage, à la réflexion intellectuelle. Alors, je précise que c'est un colloque psy, mais très accessible. On veut absolument que ce soit accessible à tous. On peut y assister. Donc, c'est ouvert. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Alors, on va sur le site de la maison. Mémorial Isieux. Oui, c'est très facile à trouver. En un seul mot. Voilà. Mémorial Isieux, IZIEU, en un seul mot, .eu.
Voilà, vous avez deux options, soit participer avec nous sur place, soit suivre le colloque en visio, qui sera bilingue d'ailleurs espagnol. D'accord. Donc la matinée sera oui. consacrée à la réflexion sur la souffrance des mères dans la Shoah. Nathalie Zaïdé, Catherine Gransart, Elisabeth Malka et Jacques Védrine interviendront chacune avec un sujet un peu différent. Et l'après-midi donc est consacré aux mères de Soacha avec une psychologue, Maria Fernanda Gomez, qui a accompagné ces mères depuis 2008. Et puis Blanca Nubia Monroy, qui elle est une mère qui a perdu son fils en 2008. Et la journée sera conclue par Serge et Beat Klarsfeld. Beat Klarsfeld parce qu'elle connaît bien les mères d'Isieux. Elles ont lutté avec elle pour l'extradition de Barbie et de Bolivie en France. Et Serge Klarsfeld, lui, a une réflexion assez intéressante sur la souffrance de ces mères-là qu'il a bien connues. Bien sûr. Alors, un colloque haut en couleur qui se tiendra donc le 15 octobre à la Maison d'Isieux de 9h30 à 16h30. Et les personnes qui peuvent vous rejoindre en présence ou en Zoom auront le plaisir de vous rencontrer. Merci Simon Merci Pintel. beaucoup. Merci Lise. Merci Nathalie Zaïdé. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Radio J. Votre